Je vois pas comment. Derrière. Vas-y, coupe ça. J'ai coupé le. Okay. Ah, c'est bon. Vas-y. Vas-y, toi. Moi, c'est bon. Allô, Tout allô. le monde, tu t'entends? Vous m'entendez? Bonjour Mathilde, ça va? Ouais, ça va, tu nous entends bien ou pas? Ça passe niveau son? Parfaitement. Non. Les sons et images, tout va bien. Ah si, Parfaitement. ok. Super. On est nickel. Allez, on peut lancer. Feu. Alors, Bah attends, parce que j'ai quand même que les gens qui se connectent. non, je sais, mais justement, pour moi, il fallait les accepter, non? Ah, Alice me dit qu'on est live. Parfait. Quoi? Alice me dit qu'on est live. Bon, bah allons-y, non? Il n'y a personne. Bah attends, il faut attendre qu'il y ait des gens quand même. Non? Là, on va attendre qu'ils se connectent. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive là, je vois, se prépare à rejoindre. Moi, je vois déjà 12, je vois plus de une quinzaine de personnes déjà connectées au moins, là. Donc, on peut évidemment attendre encore. Mais allez, on commence à 33 alors. La réunion est clairement lancée. Parfait. Allez, on attend une petite dernière minute alors, histoire que tout le monde soit au maximum présent, et puis on attaque dans une minute. Ouais, là, je vois pas mal de gens qui arrivent, en effet. Allez, 33, je vous propose d'attaquer. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire où on a décidé d'aborder un choix clairement structurant aujourd'hui, à savoir construire, acheter ou hybrider son socle de gestion non-vie. Donc, pour tout ce qui est du devis justement à la souscription ou de la gestion de portefeuille au sinistre, on va pouvoir être ensemble pendant à peu près 1 heure pour pouvoir discuter de toutes les tendances et de toutes les actualités autour de ces éléments-là. Donc, pour vous dresser des premiers éléments de contexte que, évidemment, vous êtes, je pense, habitués à rencontrer, mais vu des exigences réglementaires qui sont tout en hausse, des innovations de produits qui sont extrêmement rapides et de toute la pression sur l'efficacité commerciale qu'on peut connaître avec, malheureusement, des legacy de systèmes d'information historiques qui ont un peu de mal à suivre. L'idée est aujourd'hui de voir quelles sont les innovations et comment est-ce qu'on peut adresser le sujet du coup de build or buy. Et l'objectif de l'heure qu'on a ensemble, c'est de vous donner un cadre de décision qui puisse être réutilisable, une lecture métier qui soit concrète, qui puisse traiter aussi de la souscription, de la tarification en temps réel, des sinistres. Et en fin de session, on va faire un petit focus aussi sur l'IA, car l'assurance y est évidemment particulièrement exposée. Et on pensait important de pouvoir vous donner des clés pour bien vous y préparer. Pour cela, évidemment, je ne suis pas seul. J'ai la chance d'avoir avec moi Mathilde du cabinet Seabird. Est-ce que je peux te laisser te présenter ainsi que le cabinet Mathilde, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et toutes. Donc, Mathilde Descourtiers, moi, je suis directrice générale déléguée du cabinet Seabird. Et Seabird, c'est un cabinet de conseil présent exclusivement dans les services financiers, avec historiquement un socle assurance très fort qui compte un peu plus de 200 collaborateurs, principalement en France et plus sporadiquement au Luxembourg. Super, merci beaucoup. Pour tout ce qui est du coup, évidemment, vue de marché et tendance, ça va être extrêmement important. Et de l'autre côté, nous avons Jean-Baptiste de Corinthe qui, lui, évidemment, nous partagera plutôt l'angle solution et retour d'expérience terrain. Est-ce que Jean-Baptiste, tu peux également te présenter et nous dire un mot sur Corinthe, s'il te plaît? Avec plaisir, évidemment. Donc, bonjour à tous. Jean-Baptiste, je suis le CEO et cofondateur de Corinthe. Je suis assureur de formation, parce que j'ai fait près de 10 ans dans un grand groupe d'assurance européen qui s'appelle Admiral, où j'étais en charge de lancer des filiales dédiées à l'assurance auto-innovante. Donc, j'ai vu un certain nombre de cas un peu exotiques, mais c'est important pour la culture de Corinthe de savoir qu'on est fondé par des gens qui viennent du monde de l'assurance. Et donc, Corinthe, on est une entité créée depuis quelques années. On est globalement la nouvelle génération d'outils de gestion de portefeuille européens. Donc, c'est Guidewire,
de nouvelle génération made in Europe, très important de le savoir. On a eu la chance d'être très bien financé grâce à 2 levées de fonds. On est un peu plus d'une vingtaine maintenant et on vient donc proposer au marché une solution ultra modulaire et agile pour déployer sans effort n'importe quel produit de l'assurance IARD. Donc du produit auto B2B, affinitaire, B2C. Enfin, toutes les verticales sont disponibles pour nos clients. On travaille avec des assureurs, des courtiers grossistes ou des délégataires qui notamment nous utilisent évidemment pour obtenir des délégations. Ok, excellent, merci beaucoup. Très bien, on est donc bien entouré. Je pense qu'on va avoir matière à traiter. Donc l'idée de ce webinaire, c'est évidemment d'avoir d'abord un premier temps d'à peu près 45-50 minutes organisé sur 3 axes pour vous permettre du coup une décision sans biais, pour parler aussi de tout ce qui est évidemment concrètement du métier, des trajectoires de migration et comme je le disais, de tout ce qui est IA, tendance et préparation. Donc je vous propose de démarrer, après on attaquera les questions. Si jamais il y en a dans le chat, n'hésitez pas. Je commence avec toi Mathilde, pour commencer du coup sur ce premier cadre déjà de décision. Pourquoi est-ce que le sujet Build or Buy revient avec autant de force en 2025 sur le marché ? Alors, je ne sais pas si c'est en 2025, mais qu'il revient avec beaucoup de force, effectivement, depuis quelques années. Moi, je le situerais même post-Covid. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a un marché qui bouge plus vite à la fois que les systèmes et les organisations. Et c'est bien les deux à la fois. Et en fait, il y a 3 forces centrifuges qui se cumulent et qui font monter la pression, je dirais, et qui, du coup, remettent un peu en haut de la pile ces sujets d'architecture système. Première, c'est la réglementation, parce qu'on a connu récemment une avalanche de réglementations qui viennent bien contraindre les acteurs à davantage de traçabilité, d'auditabilité, de qualité des données, avec des textes qui en plus s'accumulent et se cumulent et qui font du coup augmenter ces fameuses exigences de traçabilité. On a DORA qui vient en surcouche de ça également et qui met l'accent en tout cas sur des normes de résilience numérique qui affectent grandement le secteur de l'assurance. Donc voilà, ce socle réglementaire-là, d'une part, il contraint en fait les systèmes à évoluer et à renforcer vraiment le volet compliance et traçabilité. Par ailleurs, on a des exigences business qui connaissent des cycles en fait, de lancement de produits qui se raccourcissent et durant lesquels on doit tester, itérer, réitérer, et ce, plusieurs mois durant, sur des cycles qui finalement, en moyenne, s'étalent de 12 à 24 mois chez la plupart des acteurs qu'on peut connaître. Donc, on a là aussi une nécessité d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus agiles. Et enfin, il y a évidemment chez les assureurs un grand enjeu d'efficacité opérationnelle. On cherche à réduire en fait l'ensemble des coûts, et donc principalement les coûts de run, et à fiabiliser les intégrations, à automatiser, on y reviendra tout à l'heure, un certain nombre de processus qui sont répétitifs. Et cet accent qui est mis sur la réduction des coûts opérationnels, il y a même maintenant des cibles qui sont fixées entre 10 et 20% finalement des coûts opérationnels qui pourraient être réduits, ne serait-ce qu'en touchant de manière structurelle au socle technologique. Donc ça, c'est un gisement, je dirais, de cost killing qui est saisi. Et résultat, on a des assureurs qui commencent à s'attaquer à leurs systèmes centraux, qui sont souvent issus en fait, de l'histoire des compagnies qu'on peut connaître, donc qui ont été soit des rachats successifs, de l'empilement de couches, ou des tentatives de mettre en place des socles bien monolithiques pour traiter tous les produits de la même manière. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit et qui est de plus en plus forte. Et en parallèle de ça, évidemment, comme on a un développement des plateformes SaaS et API qui embarquent nativement en fait, un certain nombre de briques, notamment l'identification, la conformité, le reporting, la capacité d'observabilité. Ça vient en fait en complément de ces socles d'origine. Et donc la balance commence à pencher quand même davantage vers le fait de venir disrupter ces socles qui longtemps en fait ont bénéficié de ce qu'on appelle la fameuse dette informatique, où finalement personne n'était véritablement satisfait de la solution, mais personne ne l'a touché non plus. Donc on a un peu dépassé ce débat-là d'opposition entre
le socle historique, maison, dans lequel on a stocké toute la compétence métier, VS, le socle nouvel acteur. On essaie vraiment d'avoir des logiques aujourd'hui, et on le voit, hein, qui sont souvent des logiques best of breed, en fait. Donc, on peut avoir des systèmes cœur qui restent sur des produits run-off, par exemple, et des nouveaux systèmes pour les nouveaux produits et les combinatoires des deux. Ok, donc effectivement, le but, c'est pas forcément d'opposer le camp make or buy, mais plutôt de décider de manière la plus éclairée possible. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce premier tour de marché. Jean-Baptiste, de ton côté solution, comment est-ce que tu vois la définition d'acheter, entre guillemets, en 2025 et du coup, comme Mathilde parlait aussi du post-Covid, comment est-ce que tu vois que l'évolution depuis les 5 dernières années? Alors, nous, ce qu'on voit qui est absolument frappant depuis notre arrivée, c'est l'émergence de nouveaux paradigmes tech qui rendent facile des gestes qui, historiquement, faisaient très peur. Pourquoi ? Parce que la dernière génération de plateformes comme la nôtre, elle va avoir des fondamentaux et des infrastructures beaucoup, beaucoup plus puissantes, agiles et scalables que des outils qui avaient même 10, 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire évidemment une data de qualité infiniment supérieure. Chez Corant, tous les événements de la vie d'une police ou d'un objet sont disponibles en temps réel aux utilisateurs. Ça va avoir des conséquences très très fortes sur la partie conformité, puisque la totalité de la vie du portefeuille est auditable. Et donc, pour les besoins de nos clients qui ont besoin de passer leurs audits, évidemment, il y a une traçabilité totale. Ça va aussi avoir des conséquences très importantes sur la sélection du risque, puisque la quantité de points de données générés est 50 fois supérieure à des plateformes traditionnelles, et ça va permettre de détecter des patterns de risque beaucoup plus fins, de manière beaucoup plus organique, et plutôt que des approches traditionnelles, alors que dans beaucoup de secteurs de l'assurance, notamment l'assurance B2B, on est encore principalement sur des méthodes de coût historique. Avec une plateforme comme Corant, vous allez vraiment pouvoir changer de paradigme et explorer des méthodes de tarification beaucoup plus puissantes. L'état de l'art, il vient aussi également de la partie UX, l'expérience utilisateur. Je disais pour corroborer ce que tu dis, c'est que finalement, ce qu'on comprend en sous-jacent dans ton message, c'est que finalement, c'est plus du tout paramétrer une boîte noire comme on pouvait l'avoir à une certaine époque. Ah non, mais bien sûr. Alors là, pour revenir absolument et rebondir sur ce que disait Mathilde, nous, on est fervents partisans non plus du make or buy, mais du make and buy. Parce que ces substratech, ils sont beaucoup plus puissants et comme je le disais, ils rendent simples des gestes qui étaient compliqués. Ce que ça veut dire côté métier, c'est qu'il y a une proposition de valeur qui est radicalement différente. Vous avez des plateformes beaucoup plus modulaires qui permettent à nos clients d'accéder à des UX de nouvelle génération, qui leur permettent potentiellement d'explorer les sujets IA sans avoir besoin de mettre à la poubelle tout leur cœur historique. C'est vrai qu'on avait un peu cette image dans les gros projets de transformation digitale historique, cette impression que tout était effrayant. Et avec des acteurs comme Corant, nous, on sait parfaitement s'adapter aux besoins du client. Vous avez potentiellement besoin d'un produit clé en main à côté de votre SI existant, mais synchronisé, c'est un geste qu'on va faire tous les jours. Vous avez besoin d'un SI métier complet, pareil, c'est des gestes qu'on fait régulièrement. Vous avez besoin d'une couche de digitalisation au-dessus de votre SI traditionnel pour fournir une UX de nouvelle génération. C'est quelque chose qu'on fait. Vous avez besoin d'un module de tarification pour garder le contrôle et améliorer la finesse et l'agilité de votre pricing. C'est quelque chose qu'on fait. Donc vraiment, je pense qu'il y a un changement culturel à réaliser sur le marché français en Europe continentale, qui est d'arrêter d'opposer l'interne et l'externe, parce que en fait, aujourd'hui, c'est une manière de penser qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'avoir des options flexibles et pragmatiques, et qui va donc en fait vous empêcher d'explorer toutes les opportunités qui sont devant vous. Économiquement, il y a aussi des changements qui sont très forts. Ces plateformes, elles sont évidemment beaucoup plus puissantes, mais le modèle économique qu'un acteur comme Corant est en train d'explorer, on est beaucoup plus sur des logiques de rémunération au succès. Étant donné qu'on est extrêmement sûr de notre capacité à vous permettre de déployer et de grossir, on se permet, nous, de vous offrir un modèle de rémunération qui est essentiellement au succès. Donc, économiquement, vous n'avez plus du tout la même équation. On arrête d'arriver de demander un demi-million d'euros ou 1 million d'euros avant même que la première ligne de code ne soit écrite. Au contraire, on va commencer à aligner la rémunération sur les volumes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on propose et qui fonctionne très bien parce que ça permet d'abaisser les coûts d'entrée et la peur du lancement chez nos clients. Et donc, des gestes qui étaient
oh là là, dis donc, si je le fais une fois tous les 2 ans, c'est déjà un maximum. Et une fois que le produit est lancé, plus jamais j'y retourne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du passé. Avec nous, on a des clients aujourd'hui qui déploient une trentaine de produits sur 6 mois sur des logiques itératives qui arrivent en permanence. Donc, en termes de métier, vous allez vraiment avoir des logiques de lancement qui sont 2 à 3, voire 5 peu plus. Aujourd'hui, Corinth, on lance des produits en 3 semaines. Hein. Donc, c'est vraiment, alors que, comme le disait Mathilde tout à l'heure, on a encore un paradigme un peu historique qui est sur de l'ordre de 12 à 24 mois. Nous, c'est vraiment un changement de dimension totale. Vous avez des logiques qui vont permettre à nos clients d'industrialiser les lancements. Et derrière, on va y revenir, il y a toute la problématique de l'agressivité commerciale et de la capacité que nous, on va donner à nos clients de grossir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un courtier qui voulait obtenir une délégation. Si vous n'avez pas une tech de bonne qualité, l'assureur, jamais il va consentir à vous donner une délégation étendue parce qu'il va avoir peur que derrière, le portefeuille soit mal géré. Aujourd'hui, vous avez besoin de gagner des RFP. Vous pouvez être le mieux disant. Si vous avez une tech qui est encore historique, vous n'avez aucune chance de gagner face à des acteurs de nouvelle génération qui vont impressionner le distributeur, notamment, enfin, on parle beaucoup d'affinité, si vous voulez, on pourra y revenir, mais aujourd'hui, vous n'avez pas un distributeur qui ne va pas poser comme prérequis une interface et une plateforme tech qui soit de dernière génération. Donc, la problématique de la tech, elle est non seulement en interne, comment est-ce qu'on réalise des changements et des transformations digitales sans effort, mais elle est surtout externe dans la capacité d'expansion et de croissance. Ok, très clair. Par rapport à des outils d'il y a 10 ans qui étaient effectivement un peu plus monolithiques, un petit peu moins. On est quand même, il y a vraiment eu c'est comme le e-commerce. En 2010, les sites de e-commerce, ça faisait peur, c'était compliqué et à chaque fois, c'était des usines à gaz. Aujourd'hui, c'est des gestes qui sont maintenant totalement standardisés, qui coûtent 10 fois moins cher et qui permettent aux clients de briller là où ils sont les plus forts plutôt que de réinventer la roue et de tout refaire avec des usines à gaz traditionnelles. C'est un peu, il y a ce genre de choses qui sont en train de se passer sur le marché des plateformes de gestion de portefeuille. Oui, ok, très clair. C'est vrai qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, c'est plus du tout renoncer à la maîtrise, mais comme tu dis, c'est vraiment participer au changement de paradigme, aussi bien métier qu'économique, et du coup accéder finalement à un socle métier qui soit beaucoup plus en temps réel et à des roadmaps de migration qui sont extrêmement plus véloces et plus rapides pour réduire le risque. Donc finalement accélérer tout en sécurisant une exécution, c'est effectivement quelque chose qu'il faut complètement suivre aujourd'hui. Sur justement tout ce changement de paradigme, Mathilde, est-ce que toi, de ton point de vue, tu pourrais donner une grille de lecture avec des critères, on va dire, un peu plus tangibles ou quantifiables pour aider nos potentiels téléspectateurs qui se poseraient la décision de make or buy ou make and buy, comme dirait Jean-Baptiste? Oui, je suis assez d'accord avec le make and buy et je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, quelque part, la pression, elle vient aussi côté distributeurs hein, qui sont plus habitués à être justement sur des plateformes full digitales et qui, quelque part, recherchent à avoir la même célérité dans l'usine de production de l'assureur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a à prendre en considération. Et c'est vrai dans le yard, mais en vérité, c'est vrai dans toutes les branches de l'assurance. On voit aussi ce mouvement côté santé prévoyance et côté vie. Donc, pour reprendre ta question, effectivement, on essaie de modéliser quand même les choses pour pouvoir tracer les décisions parce que, évidemment, comme le dit Jean-Baptiste, il y a beaucoup d'avantages à aller bousculer son schéma directeur. Il y a aussi beaucoup de freins. C'est des décisions qu'il faut quand même bien peser, bien cadrer pour être sûr que, si on rencontre des problématiques d'intégration ou de réversibilité, etc., on soit capable de revenir dessus avec un argumentaire de prise de décision au départ qui ait été bien éclairé. Donc, pour ce faire, il y a, pour nous, en tout cas, il y a 6 lignes directrices. La première, c'est quelle est votre stratégie de différenciation ? On l'a dit tout à l'heure, c'est un marché qui est quand même, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de produits qui sortent dans des temps de plus en plus courts. Donc, la question n'est plus de savoir ce que vous vendez, mais comment vous le vendez et à travers quel parcours et quel potentiel moteur de data propriétaire qui soit au service de la sinistralité, soit au service du pricing. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et si un des critères de différenciation se trouve justement soit dans l'UX, soit dans le moteur de data, il faut se poser la question de savoir si le socle technique dont vous disposez aujourd'hui répond en fait à l'un ou l'autre de ces deux axes. Ensuite, il y a évidemment, et on l'a dit plusieurs fois, le time to market. Voilà, quel est votre business plan? Combien de produits vous devez pouvoir lancer? En combien de temps? Avec quel objectif
de réussite. Et ça, pareil, si vous avez des contraintes informatiques qui sont trop fortes ou des fameux trains informatiques qui sont trop lents, eh bien, évidemment, ça contraint votre propre business model. Enfin, et ça c'est très important, il y a évidemment un enjeu économique autour du build initial et du coût de run, donc de la TCO associée, et du ROI. Le ROI, il faut absolument le projeter. C'est des projets dans lesquels le ROI à 1 an est quand même compliqué à atteindre. On est rarement break-even à ce moment-là. C'est plutôt du 3, voire du 5 ans. Et donc, il faut faire cet effort de modélisation et de ramp-up des gains initiaux pour bien, s'assurer que sur l'ensemble du chemin critique, on va être capable finalement de générer le volume et le gain sur ces volumes suffisants pour venir absorber les coûts de run, les coûts de change et l'ensemble de la dette d'intégration, même si, comme le disait Jean-Baptiste, sur les nouveaux systèmes, on a quand même des setups aujourd'hui qui se font en bien moins de temps que ce qu'on pouvait connaître avant. Donc ça vient réduire cette fameuse dette informatique qui est un peu la bête noire des assureurs. Pour autant, elle existe. Donc voilà, il faut venir la quantifier dans un coût global et voir à quel moment on est capable de l'amortir à 100%. Enfin, il y a un enjeu évidemment d'architecture et de stratégie d'intégration, de stratégie data. Ça, c'est quelque chose chez les assureurs, en tout cas l'architecture, qui a quand même longtemps été laissée un peu de côté parce que souvent les groupes, les compagnies d'assurance se sont construits suite à des stratégies de build-up entre différentes compagnies et donc on a un peu empilé les couches. Là, c'est vrai qu'on a, il se pose aujourd'hui des vrais sujets d'architecture et donc de capacité à créer les bonnes cinématiques de flux, les bonnes stratégies d'APIisation, à générer de l'événementiel, voilà, et être capable de faire du data lignage et mettre en place des gouvernances associées qui fonctionnent pour avoir vraiment des gestions de bout en bout et qui soient, je dirais, les plus straight possibles. Enfin, il y a un enjeu, et on l'a dit tout à l'heure, d'operating model. Les fameux coûts opérationnels, ce n'est pas simplement des coûts d'applicatifs, c'est aussi les coûts de maintenance et la capacité derrière à avoir finalement les équipes qui sont capables, 1, de construire, 2, de maintenir dans le temps. Donc, il y a un vrai enjeu de compétences clés et avoir des gouvernances qui soient agiles également, parce que ces socles techniques, pareil, ils ne sont pas là pour ne pas bouger sur les 10 prochaines années. C'est bien tout l'enjeu d'ailleurs. Donc, il y a des vraies stratégies à mettre en place de tests et de recettes en continu. Ça, c'est un vrai enjeu aussi, c'est un changement d'organisation dans les équipes IT chez nos clients. Et enfin, il y a évidemment, il faut être capable d'encapsuler le sujet du risque et de la conformité avec le fameux plan de réversibilité qui, effectivement, à chaque fois qu'on intègre une brique applicative externe, il faut absolument encadrer ça de la manière la plus stricte possible pour justement avoir cette capacité à faire machine arrière si jamais on ne répondait pas aux critères d'exigence attendus, qui doivent être encadrés dans des SLA avec un PCA et des pénalités assorties si jamais on n'était pas dans les standards attendus. Et ça c'est un vrai enjeu aussi. C'est quelque chose qu'il faut encadrer comme dans toute relation contractuelle. Il faut toujours prévoir le pire, même si on ne le souhaite pas nécessairement. Et c'est ça qui permet aussi de donner la confiance et de permettre de sauter le pas. Il y a un vrai socle de confiance en fait dans un changement informatique, au-delà de la capacité à se différencier et à gagner en coût sur le long terme. Il faut vraiment pouvoir encadrer ce point-là. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi dans les RFP, de venir bien encadrer au travers de SLA projectifs ce que l'on attend ou pas de l'éditeur, à la fois sur le socle technique, mais aussi sur toute la partie maintenance et agilité dans cette maintenance au long cours. Extrêmement clair. Merci beaucoup pour ce cadre. On comprend qu'il ne faut pas se fier qu'à son intuition. Non, certainement pas. Voilà, aller appliquer une grille un peu plus poussée. Excellent, merci beaucoup à vous deux. Et je reste avec toi, Mathilde, puisque tu parlais dans ta réponse précédente des distributeurs. Et donc, côté distribution et justement opération, où sont les premiers gains visibles d'après toi ? Alors, si on prend la chaîne de valeur dans l'ordre, il faut évidemment venir adresser le sujet de la souscription et de la conversion des leads.
en proposant des parcours qui soient suffisamment modulaires pour permettre d'itérer, comme on disait tout à l'heure, de tester l'ensemble des étapes du chemin critique et évidemment celles qui sont le plus sensibles vis-à-vis de cette capacité de conversion pour venir bien derrière souvent aligner soit les conditions de souscription ou évidemment les données de tarification avec le profil et ce en temps réel. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de ces nouvelles plateformes. Si quelque part on ne répond pas à cet enjeu-là, à mon sens, on passe à côté du besoin. Il y a un enjeu, donc bien évidemment, de tarification et de data management, c'est-à-dire être capable de coupler vraiment un moteur de tarification qui soit puissant avec une gouvernance de données et un vrai lignage qui permettent d'avoir une data qui soit la plus fiable possible et qui supporte des règles, on le sait, de plus en plus fines. Et c'est souvent la bête noire d'ailleurs dans les systèmes de gestion de passifs des assureurs, c'est cette fameuse granularité des règles de paramétrage qui sont souvent très 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 fines, il y a un socle commun entre les différents produits, mais il y a tout un tas d'exceptions et de règles spécifiques. Et ça, il faut que le socle technique puisse l'encaisser, en fait, simplement. Parce que ça permet, c'est la seule façon d'ailleurs d'assurer la rentabilité technique des produits. Enfin, il y a le workflow autour de la sinistralité et du règlement des sinistres. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de gagner en MTTR, donc qui est l'acronyme de Mean Time to Repair, un délai moyen pour revenir à la normale, c'est-à-dire combien de temps je mets entre le moment où j'observe et je déclare un sinistre et le moment où mon assureur prend les bonnes décisions pour le régler et où en tant que client final, quelque part, je vois que les choses bougent. Ça, c'est évidemment un vrai enjeu et c'est ce qui crée d'ailleurs la volatilité des clients aujourd'hui, c'est ce fameux temps de règlement et de prise en compte du sinistre en tout cas. Et enfin, et on le disait tout à l'heure, en vertu des exigences réglementaires, il y a un vrai enjeu autour de la compliance by design, c'est-à-dire c'est plus une espèce de surcouche qu'on met à côté et ou en shadow IT avec des plans de contrôle designés sur Excel. L'idée, c'est d'avoir vraiment des moteurs à l'intérieur de la solution technique qui assurent la traçabilité, le reporting, évidemment le fait d'avoir une journalisation systématique qui permet vraiment de suivre l'ensemble finalement des événements au sein du socle. Et ça doit être natif aujourd'hui en 2025. Et donc, in fine, on doit avoir une logique d'APIisation, une logique événementielle et une logique de migration parce que tout ne va pas se faire. Ça aussi, il faut sortir du grand soir où on fait une seule migration one shot et tout le monde bascule en même temps. Ça, je pense que c'est une erreur, sauf à avoir des produits très similaires et finalement très peu nombreux. Mais sinon, il faut absolument diviser son socle d'origine et avoir des plans de migration qui suivent une logique produit, une logique time to market, une logique complexité, une logique criticité, une logique ROI qui permettent d'avoir quelque chose qui soit loti et pas nécessairement, même surtout pas one shot parce que ça permet évidemment de mitiguer le risque et de tester la solution et de gagner en apprentissage. Chaque migration est apprenante et ça, il faut bien le garder en tête aussi. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de bénéfices métiers, du coup, manifestement, mais effectivement, avec des conditions un peu sine qua non d'intégration et de qualité de données. C'est ce qu'on retient. De ton côté, Jean-Baptiste, côté solutions, qu'est-ce que tu peux, du coup, nous donner sur les changements d'un point de vue vraiment produit et surtout, est-ce que tu as quelques retours d'expérience concrets de terrain? Je pense que c'est une question importante. C'est lancer un produit aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je peux évidemment parler que de Corinthe, mais pour raconter le phasage et la méthodologie, il y a d'abord une première obsession qui est celle du prototypage. Ce qu'on va d'abord faire avec vous, c'est donc co-construction, c'est vraiment l'idée de rendre votre besoin produit tangible, pas juste en listant des specs, mais en montrant des écrans, des choses très tangibles, un prototype complet qui va de A à Z et qui va permettre de soulever toutes les questions difficiles. Qui fait quoi? À ce moment-là, d'où vient la donnée? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intégration avec un tiers? Le tarificateur, comment fonctionne-t-il? Est-ce que c'est un tarificateur via Excel qu'on va digitaliser? Est-ce qu'il est disponible par API vis-à-vis de l'assureur? Est-ce que c'est en fait des montants simples qu'il faut rentrer en dur? Toutes ces options-là sont soulevées. Est-ce qu'il y a des logiques de décrochage? Est-ce qu'il y a des logiques de permission? L'idée, c'est vraiment avec cette
ce prototype, d'aller soulever tous les sujets. Un point très important, hein, et alors là-dessus, je ne sais pas si jamais toutes les plateformes sont à notre niveau, mais nous, quand on lance un produit, on configure la plateforme. C'est une différence de logique qui est très, très profonde. C'est que nous, on ne va pas écrire du code pour vous. Le code, il a déjà été écrit. Il y a eu énormément d'investissements réalisés dans cette plateforme qui permet de configurer pour votre produit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout écrire de code. Si jamais on a des besoins de nouvelles fonctionnalités dédiées, évidemment, il y a une flexibilité qui est totale. Mais ce que ça change dans l'état d'esprit, c'est que vous voyez, lorsque vous construisez avec une nouvelle génération d'acteurs, le produit en construction. Ce n'est pas du tout une boîte noire. Vous avez vraiment un product builder qui vous emmène les questions, les choix, les modes de délégation, les règles métiers. Est-ce que vous voulez faire du referral ou des dérogations parce qu'il y a un cas, la valeur maximum du véhicule est de 80 000. Qu'est-ce qui se passe si le véhicule fait 82 000? Est-ce que vous voulez envoyer sur un process manuel? Comment est-ce que se fait l'onboarding de vos distributeurs? Toutes ces choses-là se font via des logiques beaucoup plus incarnées, beaucoup plus de prototypage, de telle sorte que vous avez quelque chose de tangible très rapidement pour comprendre la faisabilité et la réalité de votre produit. Derrière, il y a quand même évidemment beaucoup de tech qui est en jeu, toute la logique de la génération des API qui peuvent être posées à l'extérieur, toute la logique des tarificateurs, c'est quand même un point très spécifique sur lequel on travaille systématiquement beaucoup avec toutes les options disponibles, comme j'ai dit tout à l'heure. La logique du parcours, donc le parcours a tendance à être un peu écrasant dans la conception d'un produit, parce que c'est la chose que les gens voient. Nous, on essaie de montrer toutes les options disponibles. Il y a une vraie logique d'expertise produit pour dire, bah voilà, il y a ça qui est possible, mais sinon, vous pouvez faire de telle autre manière. Est-ce que c'est le client final qui paye? Est-ce que c'est tous les modes de paiement, toutes ces configurations-là? Et ensuite, donc, il y a un point très important sur lequel que mentionnait Mathilde, qui était le déploiement en tant que tel. Et donc là, nous, on essaye à 1000% d'accord avec Mathilde, d'écréter la vague, d'éviter les gros lancements où personne dort pendant 3 semaines et ensuite, une fois qu'on est lancé, si ça s'est mal passé, tout le monde panique. On essaie vraiment de faire des logiques beaucoup plus progressives sur du nouveau produit, du greenfield ou sur la migration. Sur du greenfield, on va être très à l'aise avec l'idée de lancer, c'est ce qu'on appelle le MVP. Alors MVP, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé, mais c'est l'idée de dire attention à ne pas... il y a des choses qu'on ne peut apprendre que lorsque le produit est lancé. Donc, on va avoir des logiques de ce qu'on va appeler d'hypercare, qui est que dans les semaines et les mois qui suivent un lancement, il y a une vraie mise à disposition de l'équipe pour itérer, améliorer, corriger s'il y a eu des erreurs ou des apprentissages qui ont été faits sur le terrain. Et dans les logiques de migration, absolument Mathilde, nous, on est conçus autour de migration itérative. Le geste, il est vraiment facile en tant que tel. Migrer, c'est des gestes qu'on fait au quotidien. Par contre, il y a un effet de seuil quantitatif. Quand il y a tout un portefeuille qui est en du jour au lendemain, les exigences de risque et de prise de risque et de processus interne deviennent tous beaucoup, beaucoup plus lourds, alors qu'une logique au fur et à mesure, ça permet de dérisquer et de rassurer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va beaucoup insister. Là encore, hein, il est un peu fini le temps où du jour au lendemain, tout basculait. C'est plus la bonne manière de faire. Alors, parfois, c'est encore obligé. Hein. Vous avez parfois notamment des logiques de legacy où il faut débrancher des systèmes du jour au lendemain. Donc là, c'est pas toujours le choix. Mais dans la mesure du possible, la progressivité, c'est beaucoup plus dépendant et ça permet de créer en plus une culture de l'agilité. C'est vraiment un changement culturel qu'on voit beaucoup se déployer chez nos clients quand ils commencent à travailler avec nous. Ils avaient un peu une logique un peu début-fin. Un projet, dès qu'il est fini, je passe à autre chose. Avec nous, ils se rendent compte que c'est plutôt un muscle qu'on entraîne. Et qu'une fois que ce muscle est entraîné, ça devient, c'est comme le sport. Une fois que vous avez commencé à avoir l'habitude de le faire, quand vous le faites plus, vous vous sentez moins bien. Et donc, c'est très important de se rendre compte qu'il y a ce changement culturel qui fait qu'on n'est plus sur les gros projets de transfo digital qui s'arrêtent, qui durent 3 ans. 5 ans, on est vraiment sur des logiques d'apprentissage en continu. Et là, je pense qu'il y a un vrai changement culturel dans les équipes de gens comme nous par rapport à des fournisseurs traditionnels. Ça, je pense que c'est très important. Ok, très clair à garder en tête ce changement culturel. Et du coup, justement, si on revient, alors question un peu pour vous deux, évidemment, la galanterie me fait commencer par toi, Mathilde, mais sur maintenant qu'on a parlé pas mal des gains justement avec ce changement culturel, comment est-ce que tu vois les irritants aujourd'hui prioritaires sur le marché? Où est-ce que finalement la technologie doit vraiment aider et comment finalement prendre la décision la plus éclairée et la plus intégrée possible? S'il fallait dresser des priorités, la priorité, c'est la priorité business. Hein. On l'a dit, il y a un vrai enjeu
d'atteindre un time to market qui soit le plus court possible, d'être capable d'avoir du testing ultra rapide, qui soit variabilisé aussi. C'est-à-dire on n'est plus non plus dans des logiques de test où on répète 102 fois le même test pour voir si la machine tient. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place tout un tas de jeux de variables et de pouvoir du coup modéliser finalement des comportements derrière et profiler les choses. Donc ça c'est un vrai enjeu et ça aussi, c'est un changement culturel dans les équipes de test, les équipes IT de nos clients. Par ailleurs, il y a un enjeu à scaler, bien sûr, mais sans faire exploser le coût de run, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une proportionnalité du tout. On a des équipes quand même qui sont finalement relativement nombreuses, voire pléthoriques en réalité, et il n'est pas du tout dans les stratégies des compagnies, en tout cas que l'on croise, de venir les étendre encore davantage, c'est même bien l'inverse. Et pour autant, il y a de plus en plus de produits à lancer, il y a de plus en plus de systèmes à maintenir, il y a de plus en plus de granularité à être capable d'adresser. Donc il y a évidemment un enjeu, comme disait Jean-Baptiste, de changement culturel, d'agilité, de capacité à venir quelque part modéliser le plus possible et modéliser à l'intérieur des outils et pas simplement à l'intérieur de la compétence métier dans la tête des uns ou des autres pour pouvoir scaler et avoir des chemins critiques qui soient quasiment pavés en fait en amont des différents lancements. Et effectivement, en fait, plus on en fait, mieux il se passe. Donc ça il y a une courbe d'apprentissage quand même qui est très claire là-dessus. Le but, c'est donc d'industrialiser les flux tout en gardant vraiment une UX qui soit très simple. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on a souvent envie, finalement, comme il y a beaucoup de granularité, on a envie de la restituer. Et en fait non, il faut vraiment avoir un parcours qui soit le plus simple possible, quitte à ajouter des briques en parallèle qui permettent de venir adresser d'autres enjeux. Mais l'UX doit rester la plus ligne possible. Enfin, et on le disait, vraiment, ce parcours d'intégration, il doit vraiment être ultra encadré et il y a vraiment une discussion qui doit s'engager avec l'éditeur. On doit vraiment être en sparring partner et pas simplement en client-fournisseur. Oui, vous donnez la solution technique et nous, on intègre nos produits. Non, il faut que les choses fonctionnent vraiment main dans la main si on veut et avec un dialogue commun et un langage commun surtout, si on veut que ça fonctionne correctement. Et après, il faut mettre en place une gouvernance qui soit la plus agile possible pour permettre de pivoter quand il faut le faire, pour permettre de faire remonter aussi les alertes quand il le faut. Et il faut pouvoir s'appuyer sur un socle, en fait, SaaS, souvent, pour l'exécution, et une IP qui, elle, doit être différenciante. Donc, on est vraiment à deux niveaux, en fait, qui sont pas les mêmes. Et finalement, si on regarde, si on repose la question du buy ou du build, si on est sur un scénario de build, il faut que l'avantage maître, ça soit vraiment le fait d'avoir un moteur qui soit ultra propriétaire et donc, de ce fait, une capacité à assumer le run sur le long terme de manière quasi indolore, ce qui, en fait, n'existe quasiment jamais. Donc ça, évidemment, de facto, ça plaide quand même pour le fait qu'on doit, à minima, hybrider le modèle. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, pour prendre cette décision, appliquer vraiment une méthode avec plusieurs axes. On en a nommé 6 tout à l'heure. Bon, on peut en avoir plus, moins. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tracer et de pondérer ces axes aussi au regard de ce qui est le plus différenciant pour la compagnie et d'être capable de projeter un TCO à 5 ans avec des scénarios de business et de sensibilité qui soient évidemment un peu rangés pour être capable de se dire à quel moment je suis dans la zone verte et ou dans la zone orange et qu'est-ce que je mets en place carrément même si je suis dans la zone rouge comme exit plan en face de ça pour ne jamais se retrouver dans la situation qu'on a pu connaître pendant des années qui était non mais finalement encore une fois personne n'est satisfait mais personne ne bouge parce que ça va coûter trop cher et avec un espèce de choc post-traumatique de la mise en place des outils précédents. D'accord, merci beaucoup. Et de ton côté, Jean-Baptiste, sur les irritants côté terrain? Alors moi, je vois un irritant principal qui est toujours le même,
mais qui s'incarne de beaucoup de manières. L'irritant principal, c'est quand même ces cartons et ces cartons de nouveaux produits et de projets que tout le monde aimerait beaucoup lancer, mais qui se retrouvent bloqués parce qu'au moment où on se dit est-ce que c'est faisable, les réponses qui sont faites sont dissuasives. On va dire dissuasives, c'est-à-dire que vous avez, même si le projet est de très bonne qualité, les solutions pour le mettre en œuvre sont insatisfaisantes. Pourquoi? Parce que les options, c'est quoi? Vous avez l'option de, notamment si vous avez déjà une équipe et des outils internes, d'essayer d'utiliser cet outil interne pour déployer un nouveau projet. Sauf qu'en général, les équipes internes, leur mission, c'est de maintenir et d'améliorer l'existant. Et donc, tous leurs process sont pensés autour de la fiabilité et de la sécurité, parce que c'est eux qui payent l'électricité. Donc, fondamentalement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Pas du tout pensé autour de l'itération, de l'agilité et de l'innovation. Donc, vous avez un choc culturel qui fait que fondamentalement, ça ne marche pas. Si vous voulez aller voir à l'extérieur, vous avez, en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent, des choix qui ne sont pas tout le temps vus comme les meilleurs. Vous avez des énormes acteurs qui sont d'ailleurs très souvent anglo-saxons ou asiatiques, donc pas européens, qui offrent des solutions de plateformes gigantesques qui coûtent des millions, voire des dizaines de millions d'euros, et qui en plus, il y a un sujet de souveraineté sur lequel beaucoup d'acteurs sont quand même pas tout à fait à l'aise. Vous avez une génération aussi d'acteurs locaux beaucoup plus petits, qui ont par contre un problème, eux, de legacy, de scalabilité, de fiabilité. Ce n'est pas tout le temps forcément certifié, il y a peu d'investissement. Vous avez malheureusement une absence d'ambition et de moyens, de force de frappe, qui fait qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'on veut confier quelque chose qui a vocation à passer de 1 à 1000 dans les 3 ans. Et vous avez aussi un dernier point qui est assez spécifique à l'industrie de l'assurance, c'est qu'on n'est pas toujours sûr que votre partenaire ne soit pas un concurrent. Dans les dernières années, vous avez beaucoup eu des assureurs qui se sont mis à vendre de la tech. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes assureur, vous donnez 1 euro pour utiliser la tech d'un autre assureur? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nourrir un adversaire potentiel? Vous avez des courtiers qui, de manière plus ou moins ouverte, dans des groupes, sont le matin courtier-distributeur, l'après-midi vendeur d'outils sur les mêmes lignes métiers. Et donc là, vous avez des alignements d'intérêts qui sont quand même parfois un petit peu difficiles à comprendre. C'est vrai que nous, Corinth, on se positionne quand même en rupture vis-à-vis de tous ces blocages. Qu'est-ce qu'on fait justement pour résoudre ces irritants? Alors, on l'a déjà dit, donc je ne vais pas insister. C'est d'abord quand même des lancements rapides, peu chers, avec des modèles commerciaux totalement au succès, qui font qu'on évite de prendre un devis, ce que je disais tout à l'heure, un devis de 1 million d'euros, 18 mois, avant de commencer à travailler. Le lancement il faisait peur, maintenant il est simple. Vous avez ensuite les logiques de capacité d'amélioration continue, donc là c'est culturellement, j'ai dit. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, les logiques de partenariat. Nous, on est, sauf erreur de ma part, le seul à avoir à la fois le financement et la force de frappe pour créer la nouvelle référence en termes de plateforme, et surtout un positionnement marché qui fait qu'on ne sera jamais les concurrents de nos clients. On n'est pas courtier, on n'est pas assureur, on est des spécialistes de la vente d'outils et on ne gagne notre argent que lorsque le client fait grossir son portefeuille. Ce que ça veut dire derrière, c'est que nous, on va être dans des logiques de partenariat beaucoup plus fortes. On va aider nos clients à gagner des RFP. On fait avec nos clients des prototypes, on participe aux démos, on fait des études de faisabilité, on aide nos clients. Là encore, il y a un mois, il y a un client qui a obtenu 3 délégations auprès d'un assureur parce qu'il nous a demandé de venir, qu'on a fait un prototype et que l'assureur, voyant l'outil qui allait être déployé, a ouvert les portes d'une délégation. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que dans les irritants qu'on a aujourd'hui, les gens ont toujours un peu peur de confier des gestes qui sont quand même importants à des gens dont ils ne sont pas tout à fait sûrs de où se situe la ligne. Vraiment, il y a quand même ce changement culturel à réaliser. Être un vendeur d'outils, c'est un métier à temps plein. Et donc, c'est vrai que nous, on porte aussi cette vision d'être la référence européenne dans un monde où des spécialistes, il y en a peu, des spécialistes avec des ambitions de croissance et des moyens, il y en a encore moins, et tous ceux qui existent sont aujourd'hui anglo-saxons ou asiatiques. Donc, ce tant qu'est l'assureur, l'assurance, si on veut éviter qu'il y ait un vrai réservoir de valeur qui disparaisse à l'étranger, nous, on positionne effectivement ce sujet de souveraineté qui est important et qui fait écho chez nos clients. Un vrai sujet, une vraie préoccupation. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'obtenir la validation quand vous voulez faire partir votre tech aux États-Unis ou en Chine par rapport à la laisser dans des pays européens.
Voilà, donc les irritants, on est quand même sur des irritants assez stratégiques, mais nous, on a l'ambition d'offrir des solutions sur tous ces sujets-là. On n'est évidemment pas les seuls, mais on a une vision, une cohérence dans la vision qu'on présente, qui fait que les gens sont assez contents de nous avoir parlé. En général, ils ne regrettent pas la discussion qu'on a avec eux. Extrêmement clair, merci beaucoup. Beaucoup d'évolution produit extrêmement rapide, beaucoup de maîtrise dans le coup de run à avoir et effectivement beaucoup d'exigences aussi et de plus en plus fortes sur tout ce qui est réversibilité et observabilité. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces constantes de marché actuelles. Et justement, si on continue sur le marché, on a quand même aujourd'hui un peu de mal à ne pas parler d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, avant de voir comment est-ce que ça peut se décomposer côté produit, de ton côté, Mathilde, comment est-ce que tu perçois l'exposition de l'assurance vis-à-vis de l'intelligence artificielle? C'est vrai que l'assurance, c'est en soi un bon use case pour l'IA, et on y reviendra. L'IA, ça doit être vraiment pensé comme un moyen, pas comme une fin en soi. Simplement, le monde de l'assurance s'applique bien en fait à ce à quoi sert l'IA et la manière dont elle fonctionne. Pourquoi? D'abord parce que l'assurance, c'est une somme finalement de process qui sont fondés sur de la gestion et du management de données et de données protéiformes et très volumiques, avec des scénarios de décision qui sont répétitifs et que l'on peut ligner en fait entre eux avec des logiques de causalité. Donc, par définition, on a des logiques d'automatisation qui s'appliquent quand même très bien là-dessus. Par ailleurs, on est dans un univers dans lequel il y a une volatilité à la fois du risque et des clients. Et donc, on a évidemment en face de ça un besoin d'adapter très rapidement les produits, les règles, les garanties, etc. Et d'expliquer en fait le chemin d'adaptabilité justement et de décision, et avec une capacité à personnaliser l'expérience. Et donc tout ça, même chose, avec finalement des boucles d'apprentissage qui sont gérées par l'IA, on permet d'accélérer là-dessus. Et enfin, et on disait tout à l'heure, le monde de l'assurance, déjà, il est très réglementé, et deux, il repose énormément sur un socle de confiance. Et donc, en face de ça, qui dit confiance, dit nécessité d'avoir une gouvernance de la donnée, des modèles, etc., qui soit à la fois très en place et très clair, un enjeu de traçabilité et d'intégration des contrôles des règles qui doit être ultra auditable. Et donc finalement, si on redécoupe là encore la chaîne, on a 4 gros chantiers pour réfléchir à de l'implémentation IA dans le monde de l'assurance. Le premier, c'est un chantier, et c'est le socle, c'est vraiment les fondations de la démarche, c'est le chantier data, d'être capable finalement d'avoir là encore à la fois une donnée mise en qualité et un vrai travail de lignage et de capacité à aller requêter cette donnée en temps réel ou en événementiel. Une logique aussi qui doit quand même s'appliquer, parce qu'on a vu beaucoup de chantiers IA, de groupes de travail IA se lancer sans cas d'usage prioritaire au départ et ou sans capacité à mettre en face du cas d'usage qui avait été sélectionné un ROI qui soit relativement court terme. Or, on sait très bien que si on n'est pas capable de démontrer un ROI de manière relativement simple, c'est que certainement le sujet se trouve ailleurs, en tout cas pas dans l'automatisation. Enfin, il y a un sujet évidemment, comme on le disait, de logique d'intégration et de mise en place de socle de sécurité, donc avec du MLOps ou du ModelOps. Et enfin, et on disait aussi tout à l'heure, un vrai sujet de change. Donc, il y a un sujet de change en fait de bout en bout dans cette logique de changement architectural, là. À la fois réfléchir à la logique d'architecture différemment, réfléchir à des logiques effectivement d'apéisation différentes, d'hybridation différentes, de partenariat. Tu viens de l'évoquer, Jean-Baptiste, c'est important aussi de vraiment raisonner dans des logiques de sparring partner et pas simplement client-fournisseur et ou concurrence frontale. Et finalement, une fois qu'on a taclé l'ensemble de ces sujets, alors on peut avoir et on peut intégrer de l'IA dans une solution. Mais si et seulement si le socle opérationnel en fait, qu'on vient de décrire,
il est prêt à absorber ça. Sinon, on va buter en fait sans cesse sur les mêmes obstacles. Ok, très clair. Et de ton côté, Jean-Baptiste, est-ce que en quelques minutes avant de pouvoir prendre les questions, tu peux également donner ton point de vue sur l'IA et comment est-ce que vous l'intégrez côté Corinthe? Avec plaisir. Alors, je pense qu'il y a un sujet sur lequel les gens se rendent pas forcément bien compte de ce que ça veut dire. Donc, que l'IA arrive en assurance, c'est une évidence. On pourrait en parler des heures. Il y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais les gens ont peut-être une vision un peu biaisée quand ils ont l'impression qu'il faut qu'ils commencent à faire de l'IA. Ils ont potentiellement l'impression qu'ils entraînent leur propre modèle avec des LLM propriétaires et des outils très intégrés. C'est en fait pas vraiment comme ça que les choses se déroulent aujourd'hui. Le principal vecteur de l'utilisation de l'IA, il est en fait intégré dans les outils du quotidien, c'est-à-dire Copilot, Teams, la suite Google. C'est des outils de gestion de projet comme Notion qui vont nativement ajouter des briques IA. Et c'est comme ça en fait que l'IA vient. C'est pas sur des projets très silotés où vous allez commencer à décider tout seul de construire un modèle. La manière de se lancer dans l'IA, c'est d'utiliser Gemini qui va automatiquement enregistrer une discussion et ensuite créer un petit workflow qui va automatiquement ajouter cette discussion à votre CRM Sales. Ça ne veut pas dire que vous avez construit vous-même un outil de lecture de réunion. Le deuxième point peut-être, c'est de dire qu'en fait l'IA, il y a deux couches. La couche vraiment purement intelligence artificielle, l'exemple très facile, c'est lire un document, donc qui a une vraie compétence et qui a été totalement renouvelée ces 3 dernières années, des intelligences artificielles pour lire des documents historiquement qui étaient compliqués. Ça, c'est très bien. Sauf qu'en fait, l'essentiel de la difficulté aujourd'hui, maintenant que ces IA sont disponibles très facilement, c'est l'intégration de cette information dans un workflow métier. Qu'est-ce qui se passe si une IA lit un CRM, coefficient le bonus-malus, qui semble être en incohérence avec ce que dit le client? Quelle est la décision qui doit être prise derrière? Est-ce qu'automatiquement, on va faire confiance à l'IA? Est-ce qu'on ne va jamais faire confiance à l'IA? Est-ce que ça va soulever une alerte pour qu'il y ait une intervention humaine? C'est cette intelligence-là, le workflow métier, qui va être décisif. Et c'est là-dessus sur lequel nous, on se positionne beaucoup. Donc, nous, on a vocation à être l'équivalent du Teams pour les outils de gestion de l'assurance, c'est-à-dire qu'on va avoir une plateforme sur laquelle des outils d'IA vont se brancher pour donner de la productivité à nos clients, à la fois des outils qu'on va proposer nous-mêmes et des outils externes qui sont disponibles et qui peuvent se brancher via nos interfaces MCP. Mais le cœur de ce qu'on va proposer, c'est de dire vous pouvez avoir 50 interfaces IA pour lire un document. Le cœur du réacteur, c'est quand même votre intelligence métier pour décider de ce qui est fait après que la documentation ait été lue. Et c'est là-dessus que nous, on va reprendre un peu ce rôle essentiel de co-conception, d'intelligence métier pour discuter et concevoir avec nos clients les règles métiers. C'est en fait tout un nouveau jeu de règles métiers qu'il faut mettre en place. C'est à la fois pas très compliqué, mais il ne faut pas se tromper dans la difficulté. La difficulté, ce n'est pas de construire le clone de ChatGPT. La difficulté, c'est d'utiliser des outils, il y en a énormément maintenant, et de les intégrer de manière efficace dans les flux métiers existants. Non, extrêmement clair. D'où l'intérêt du coup aussi du ROI dont vous parliez tous les deux. Excellent, merci beaucoup. Je voulais juste commencer un peu la partie questions-réponses et attaquer du coup sur celle de Laurent qui nous parle, qui nous fait un focus un peu sur le business case. Alors, ça sent évidemment le retour terrain puisqu'il évoque la problématique que les systèmes existants, donc tout le legacy dont on a pu parler sur ce webinaire, ne coûtent aujourd'hui du coup plus vraiment grand-chose puisque tout est amorti, alors qu'en face, et on parle de l'IA et on parle justement de moult sujets, de moult investissements à faire. Comment est-ce que vous, de vos deux points de vue, vous voyez ce qui se passe sur le marché vis-à-vis de cette décision et un peu de ce mur d'investissement qui parfois peut faire peur à certains pour se lancer? Oui, alors effectivement, bonjour Laurent, et je suis assez d'accord avec vous, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on entend. C'est-à-dire, ah bah oui, mais si je regarde dans mon tableau d'amortissement et dans mon tableau de CDG IT qui met en exergue la TCO sur les systèmes, effectivement, les lignes, elles sont quasiment à zéro sur les legacy systems. Et en face, on me propose un coût de setup à X centaines de cas, voire millions, comme le disait Jean-Baptiste, selon le type de solution. Et donc, évidemment, au moment de l'arbitrage budgétaire, le choix, il est rapidement fait. Mais ça, c'est oublier, du coup, l'ensemble du coût d'opportunité. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas sur une comparaison de 2 à 2. C'est en fait, par définition, puisqu'on est sur quelque chose qui est complètement amorti, VS quelque chose qui nécessite un investissement et donc une forme de courbangie. Le but étant que la courbangie soit la moins raide possible, quelque part. Mais
Évidemment, bien sûr qu'il y a un investissement à faire au départ, c'est consubstantiel. Maintenant, la question, c'est à quoi sert cet investissement et est-ce que cet investissement, il va permettre ou non, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir véritablement drastiquement modifier son time to market et l'ensemble finalement de sa cinématique client et donc de venir booster suffisamment son business pour que, la courbe en J soit la moins raide possible et deux, que le ROI dans le temps soit rapide et que donc on puisse commencer à faire une comparaison finalement parce que avant d'être complètement amorti, les 10 systèmes précédents ont mis également plusieurs années. Donc c'est toujours la même chose, c'est la logique court terme, long terme, et un investissement doit par définition de toute façon se jauger à l'aune pluriannuel et pas simplement dans un train informatique à 12 mois, parce que là sinon on ne bouge jamais rien en fait. Très clair. Et vu la criticité de ces éléments, alors Jean-Baptiste, si ça ne te dérange pas, je vais plutôt prendre la deuxième question, parce que je pense que tu peux également rebondir sur ce que vient de dire Mathilde avec cette deuxième question, puisque vu la criticité de ces éléments-là et de ces décisions, on a justement Frédéric qui nous demande concrètement quels sont les prérequis organisationnels qu'un assureur doit-il mettre en place pour réussir justement cette migration. Finalement, comment définir est-ce qu'une organisation est prête ou non? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Nous, ce qu'on recommande souvent, et c'est un très bon point, comment est-ce qu'on commence? En général, il y a toute une galaxie de petits projets assez opportunistes qui sont souvent dans des organisations traditionnelles bloqués parce qu'ils sont, et notamment, ça rebondit sur la question de Laurent, parce qu'ils sont au-dessous du seuil de l'intérêt à lancer et que les investissements sont trop lourds sur les plateformes traditionnelles. Nous, on va vraiment donner une chance à tous ces produits-là. On parle de produits qui peuvent notamment être des produits greenfield, donc qui partent de zéro, sur lesquels il y a un vrai risque opérationnel. On ne sait pas si ça va marcher. Et donc, on ne peut pas mobiliser les équipes centrales là-dessus puisque le risque est trop important. Mais en même temps, si on ne lance plus rien en greenfield, notre agilité produit et notre capacité de croissance, elles vont être entamées. Donc, trouver un projet nouveau, des projets nouveaux, ça peut être un nouveau produit, ça peut être une nouvelle distribution. Par exemple, on voit beaucoup de gens qui sont assez, avec des outils traditionnels, concentrés sur le grand compte et qui n'ont pas les outils conçus pour le mid-market. Puisque là, on est plutôt sur des logiques plus digitales où on est plus sur des usines à devis et des gestes beaucoup plus efficaces. Leur dire, reprenez votre produit, mais vous utilisez une nouvelle génération d'outils pour l'exposer au mid-market. Ça évite toutes les logiques de cannibalisation, vous faites de la pure croissance. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus win-win. Donc, trouver mais donc, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec des équipes métiers qui sont celles qui portent les projets de croissance et à qui on va dire, mais voilà, est-ce que potentiellement on peut aller comme ça, vous pouvez garder votre SI métier et on va faire juste une couche de digitalisation. Ce qu'on voit qui marche bien, c'est éviter au maximum de toucher à l'existant, parce que comme premier projet, ça va faire trop peur. Se concentrer sur de la croissance, sur du gain, sur du nouveau, surtout pas de cannibalisation, et essayer d'être le plus modulaire possible. Nous, on a commencé des partenariats sur juste une brique très spécifique, un tarificateur ou une petite interface UX, voire des modules de gestion des impayés. Et l'appétit vient en mangeant. Une fois que le partenaire, une fois qu'on est installé chez un partenaire, les gens nous connaissent, en général, on fait du bon travail, et ça permet d'itérer progressivement. Et donc, c'est vraiment cette logique, éviter. Nous, on est vraiment là pour réduire les barrières au lancement de nouveaux projets. N'importe quel nouveau projet, du plus petit au plus gros, on va dire un truc, Laurent, je vais être très franc par rapport à ce que vous disiez sur les investissements. Nous, on a des investisseurs qui nous permettent de faire les investissements pour vous. Vous pouvez en profiter parce qu'il y a plusieurs millions d'euros qui ont été dépensés dans Corinthe, de telle sorte que ce ne soit pas à vous de les payer. Et ce que ça veut dire, c'est que vous avez des coûts variables. Vous êtes capable, nous, on est rémunéré au succès. On est rémunéré dans notre capacité à déployer. Donc, ce changement culturel, il peut commencer de manière très petite et on est vraiment là pour vous aider à passer de 0 à 1. L'obsession à avoir pour réaliser ce changement culturel, c'est d'écrire la première ligne, le premier euro déployé. Une fois que ce premier euro est déployé, le reste n'est que quantitatif. Et j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile. Monter petit à petit le mur d'investissement. J'essaie de parler de manière un peu théorique, mais on voit des gens qui viennent nous dire j'ai en fait besoin de lancer un nouveau produit, mais il est tout petit, je ne sais pas très bien comment le faire. Aidez-moi à parler à ma DSI. Parce qu'en fait, on a des excellentes relations avec les DSI, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, on vient vraiment augmenter les DSI.
des DSI qui, en général, se font beaucoup challenger parce qu'on leur demande à la fois d'être très fiable et d'être très agile. Les deux ne fonctionnent pas, donc vous avez des DSI qui ont souvent mal à la tête. Nous, on est vraiment là pour leur donner des solutions en leur disant, non mais attends, vous vous concentrez sur ce qui compte, l'essentiel, le cœur du réacteur, et nous, on vient vous offrir des solutions de croissance agile. Donc vraiment, il y a beaucoup de scénarios dans lesquels on intervient. On est très modulaire. Voilà, n'hésitez pas vraiment à venir réfléchir avec nous parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de cas où on était « Ah ben non, là, on ne sait pas faire ». Très clair. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et du coup, merci surtout à vous deux pour la qualité de cette discussion ou pour clôturer, que justement, je peux clôturer rapidement avec 3 points clés finalement. Donc, vous me corrigez si c'est pas juste, mais je pense avoir plutôt bien suivi. Décider finalement, c'est aussi appliquer une grille, tout ce qui est structuré, extrêmement structuré, et avec du coup un TCO, comme tu disais Mathilde, à 5 ans pour éviter de se fier qu'à son intuition. Avoir un socle moderne, comme tu disais Jean-Baptiste, et avant tout métier surtout, et pas seulement uniquement IT, et justement voir comment on intègre l'IA, et finalement appliquer une approche hybride, donc make and buy, qui va vous permettre d'accélérer et finalement d'avoir une migration progressive et beaucoup plus fluide. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir suivi ce webinaire. Comme disait Jean-Baptiste, on reste tous à votre disposition pour toute question qui resterait à répondre et à adresser. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.